Nous sommes ravis de vous retrouver en ce jeudi 16 mars 2023. Il est précisément 8h32. Bienvenue à ce nouveau webinaire des conseils de talent Maestrium. Alors, vous étiez 125 inscrits ce matin à ce webinaire. C'est un grand succès. Un grand merci à tous de votre présence et de votre fidélité. Alors, notre échange du jour aura pour thème « Manager de transition, garde-fou des entreprises en difficulté ». Thème qui va nous être présenté conjointement par Isabelle Didier et Françoise Manassero-Malabar, toutes deux spécialistes des situations de crise et de restructuring. J'y reviendrai dans un instant. Mais avant d'accueillir nos intervenantes du jour, j'invite Marc Fray, associé de Maestrium, à me rejoindre. Marc, si tu es là... Je suis là, bonjour à tous. Parfait. Marc va être en charge tout au long de ce webinaire de recenser, de synthétiser vos questions et de les soumettre à nos intervenantes. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet que vous avez sur la droite de votre écran « Questions » pour poser toutes les questions que vous avez par écrit afin que ce webinaire soit le plus interactif possible. Par ailleurs, nous vous soumettrons en fin de webinaire 3 courts sondages d'appréciation de la qualité de cet événement. Je remercie à chacun de vous de prendre le temps nécessaire d'y répondre en toute objectivité afin que nous nous améliorons en continu. Voilà, c'est le moment pour nous d'accueillir nos invités du jour. J'invite donc Isabelle Didier et Françoise Manassero-Malabar à nous rejoindre. Isabelle, Françoise, voilà. Bonjour. Bonjour mesdames. Donc Isabelle Didier est avocate, administrateur judiciaire et directrice de Route3 Partners. Françoise Manassero-Malabar est depuis juin dernier directrice associée de Maestrium, spécialisée en mission de restructuring. Donc Isabelle et Françoise, bienvenue à toutes les deux. Et puis je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Juste avant de peut-être de démarrer ce webinaire, je crois que vous avez 2 questionnaires à soumettre à nos participants. Donc 2 courts sondages, si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, et puis Isabelle et Françoise les commenteront dans quelques instants. Voilà. Mesdames, à vous la parole. Bonjour, ravie de participer à ce webinaire avec un sujet très pushy, comme manager de transition, les garde-fous de l'entreprise en difficulté. Pourquoi ce webinaire ? Vous savez bien que les dernières années, nous avons vécu une crise économique majeure, mondiale, qui a fait qu'on a permis aux entreprises de survivre en créant des dettes, donc avec le quoi qu'il en coûte. Le problème, c'est que le quoi qu'il en coûte est terminé et que maintenant les sociétés vont devoir rembourser et vont se retrouver avec des difficultés. Et donc, vous voyez bien dans la presse tous les articles qui ont pour des grosses entreprises dans le retail, dans la restauration. Mais il n'y a pas que celle-ci. Il va y avoir des sociétés qui sont inconnues parce qu'il y a eu 143 millions de milliards, oui, pardon, 143 milliards de fonds mis à la disposition des entreprises, 800 000 PGE. Il y a 12,5% des sociétés qui, en raison de leur rentabilité, auront beaucoup de mal à rembourser. Et il y a 50% de plus de sociétés qui vont être en défaillance. Mais ce n'est pas le tsunami, comme Isabelle va vous l'expliquer. C'est un rattrapage parce qu'on a eu 42 000 euros de défaillance procédure sur 2022. En 2021, il y en avait 28, alors qu'en temps normal, on est autour de 50-55 000 procédures. Donc, ce que vous voyez dans la presse, c'est en général de dire, attention, on est en train d'exploser, le nombre de procédures devient absolument astronomique. Il faut simplement regarder, et vous voyez la courbe, elle était faite entre 91 et 2022. La moyenne des procédures jusque-là était entre 55 000 et 60 000 procédures. À 42 000, on est encore très en dessous des seuils habituels.
On est donc sur quelque chose qui tend à un rattrapage du nombre de procédures. Et effectivement, ce rattrapage s'opère finalement moins vite qu'on l'avait anticipé grâce à l'accompagnement et grâce au fait que l'État et les banques ont été prêtes à accorder des délais. La tentation qui était, ou du moins l'inquiétude qui était celle de l'environnement professionnel en disant dès 2021-22, il va y avoir un rattrapage immédiat, ne s'est pas opéré. Néanmoins, vous l'avez vu, les grandes entreprises ont été touchées, les petites également, et la crise de l'énergie, de même que la guerre en Ukraine, ont des conséquences que vous connaissez et que vous voyez tous les jours. Donc, les secteurs impactés, on les voit, sont évidemment bien sûr plutôt le B2C, la restauration, la construction, mais malgré tout, sur cette tendance, on est toujours en rattrapage et pas encore aux seuils habituels. Donc, la raison du webinaire et auquel je participe avec vraiment grand plaisir, c'est que les mots sur lesquels il faut qu'on s'arrête tous, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est le fait de prendre suffisamment tôt des décisions pour pouvoir préparer l'entreprise, soit la préparer à négocier au mieux avec ses partenaires, ses créanciers, soit à prendre des décisions qui sont des décisions qui vont l'engager dans une procédure. Mais l'anticipation, c'est aussi le gage que 70% des procédures soient des succès. Dans le précédent slide sur laquelle on voyait le point presse, on avait commentaire des journaux disant la liquidation aurait pu être évitée. Donc la question et la raison de cette intervention ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour éviter des issues fatales et comment on peut faire et quels sont les leviers. Alors, il y a des acteurs qui interviennent autour du traitement des difficultés d'entreprise et qui ont des rôles chacun. Donc, là, sur les acteurs, on voit évidemment l'État, les tribunaux, et on va les détailler les uns après les autres. Parce que, puisque chacun est convaincu que c'est l'anticipation qui est le relais essentiel, comment est-ce que les uns et les autres peuvent intervenir? Alors, l'État a créé un outil qui est pour l'instant encore pas en phase de démarrage, puisqu'il a déjà commencé à produire ses effets, mais qui est un projet qui s'appelle donc Signaux faibles, dont vous avez pu entendre parler, et c'est la collecte de toutes les informations d'où qu'elles viennent, Banque de France, URSSAF, Trésor public, qui donc sont réunis dans un outil qui doit permettre d'alerter sur l'identité de ces sociétés qui sont fragilisées, de manière à leur faire des propositions d'accompagnement. Alors c'est encore un projet. Les greffes et les tribunaux de commerce, du moins les plus importants, ont créé des systèmes de prévention qui sont des procédures d'alerte et de prévention. Et là, par exemple, vous avez les informations relatives à Paris lorsqu'on dit qu'en 2022, il y a 500 dirigeants qui ont été reçus en prévention, qui ont débouché sur 100 ouvertures de mandats ad hoc ou de conciliation. On y reviendra, et que ces dossiers ont abouti à des succès. Donc, il faut prendre évidemment toujours les statistiques avec certaines relativités, mais néanmoins, on admet que lorsqu'on arrive sur des procédures très tôt en prévention, on est à 70% de résultats favorables, quand sur des procédures collectives, évidemment, les statistiques sont beaucoup bien plus médiocres. Les lanceurs d'alerte, parce qu'on a utilisé ce mot dans nos échanges, quels sont les acteurs qui, autour des entreprises, pourraient ou ont le rôle d'alerter sur le chef d'entreprise, sur la situation. Alors évidemment, les experts comptables ont ce rôle-là, mais en échangeant avec les experts comptables, on constate qu'ils ont pour la plupart certaines réserves à intervenir dans tout ce qui est la gestion de l'entreprise. Donc ils ont un rôle plutôt malgré une obligation de conseil, ils restent quand même assez extérieurs à ces prises de prise de décision et ces conseils un peu proactifs. Alors, il y a évidemment les conseils économiques, enfin les CSE des entreprises
a priori qui interviennent peu, qui préfèrent attendre et espérer que l'entreprise va se survivre. Mais on a vu aussi récemment des dossiers importants, par exemple Gosport ou Gap, où les CSE sont intervenus et ont été acteurs de l'action qui a été menée ultérieurement. Évidemment, les actionnaires, qui souvent font intervenir sûrement des managers de transition pour dire là, il y a un problème, il faut voir ce qui est nécessaire de faire. Les banques aussi qui interviennent pour dire PGE, il y a une difficulté, vous devriez faire agir. Donc, comment est-ce qu'on agit? On y reviendra. Le CAC, malheureusement, lui, intervient tardivement, mais néanmoins a ce rôle et pour certains le font. Ensuite, nous avons évidemment tous ces indices dont on parlait sur la logique des signaux faibles, qui sont les rôles des organismes publics, comme l'URSSAF ou le Trésor public. Mais je prends cet exemple parce qu'il est assez significatif. Les chiffres que vous voyez sont toujours liés au tribunal de commerce de Paris, mais on constate qu'en 2022, l'URSSAF a pris 900 ou 1000 inscriptions de privilèges, quand en année habituelle, donc avant 2019, ils en inscrivaient 35 000. Ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, ces entreprises dont parlait Françoise, celles les grosses qu'on a vues et toutes celles qu'on n'a pas encore vues, eh bien, ce rattrapage entre ces 1000 et ces 35 000, ce sont des entreprises qui ont des difficultés et qui vont devoir les aborder de façon soit proactive, soit au contraire, malheureusement, se laisser emporter par le flux. Donc, le chef d'entreprise a évidemment un rôle, sauf qu'on constate, et ça c'est vraiment, je crois, partagé par tous, c'est que le chef d'entreprise, il est à la fois extrêmement optimiste parce que c'est un entrepreneur et que s'il n'était pas optimiste, il n'entreprendrait pas, mais également il a toute cette angoisse par rapport à une situation qu'il n'a pas l'habitude d'affronter, et il va falloir l'aider à regarder cette situation qui est nécessairement anxiogène et à aller sur des solutions qui s'ouvrent à lui. On a des statistiques qui sont assez intéressantes, c'est que les procédures collectives les procédures préventives, on expliquera la différence tout à l'heure, les procédures préventives ont pour seulement 5% été initiées à la demande du dirigeant. Donc, alors que la prévention, c'est 60% de succès, il n'y a que 5% de ces procédures qui ont été ouvertes à la demande d'un dirigeant. Donc, la différence, on a un autre slide où on verra cet état de répartition. Ça veut dire que c'est imposé à la société d'aller vers une solution qui soit préventive, mais qui soit organisée de façon judiciaire. Après, évidemment… Excuse-moi, je me permets d'intervenir. Juste une petite question. Ouais. Dans quelle proportion est-ce que les salariés peuvent être lanceurs d'alerte? Alors, on n'a pas les proportions, on pense que c'est extrêmement modeste, puisque globalement, mais ce sont des très gros dossiers aussi. Les salariés écrivent, alors c'est possible que dans les statistiques, on ne les a pas, mais quand on dit qu'il y a 80% des procédures qui sont finalement poussées, c'est que peut-être des salariés écrivent au ministère public, et c'est donc à la saisine par le ministère public, mais qui serait donc sur des informations communiquées par les salariés. Donc on n'a pas, mais on pense que évidemment une proportion importante l'est. Maintenant, le CSE sur les gros dossiers a un vrai rôle, puisqu'il intervient de façon proactive et peut vraiment avoir un rôle sur cette prise de décision. Mais il n'y a pas de statistiques. Donc, pour arriver évidemment de notre point de vue, ce qui est l'objet de cette intervention, c'est que celui qui… alors évidemment, je ne suis pas manager de transition et Françoise l'expliquera mieux que moi, mais il me semble que celui qui a la possibilité d'agir avec objectivité et peut-être étant les mains dedans, avoir cette capacité à la fois de conseil et d'acteur, c'est le manager de transition. Je laisse Françoise juste faire cette petite présentation. Le manager de transition, moi je vais faire une petite parenthèse, j'ai 30 ans
d'expérience en direction financière et j'ai fait beaucoup de management de transition. Et souvent, quand on arrive dans une entreprise, on ne sait pas qu'elle est en cessation de paiement. On sait qu'elle ne va pas bien, mais on ne sait pas tout. Donc, quand on arrive, il faut absolument qu'on soit objectif, qu'on mette les choses à plat, qu'on fasse un état des lieux, qu'on essaye de déterminer avec le management et évidemment le chef d'entreprise les points faibles et les points forts. Et à la suite de cela, on va analyser certains points faibles. Isabelle, tu vas parler de la Cour de cassation. Oui, mais simplement pour dire que ce rôle de manager de transition, il est à la fois essentiel et en même temps, lorsque vous intervenez sur des dossiers dans lesquels l'état de cessation des paiements est sujet à, en tous les cas, à réflexion, même s'il n'est pas déterminé, c'est une zone qui s'appelle le Twilight Zone, qui est donc la zone dangereuse, et cette période suspecte a amené récemment donc à une décision qui a certainement fait du bruit, qui est la remise en cause de l'intervention d'un manager de transition, une société qui était manager de transition, sur cette période suspecte avec annulation de sa rémunération. On y reviendra. Donc, c'est à la fois un rôle qui est essentiel aux côtés du chef d'entreprise pour l'aider à dépasser son anxiété, mais en même temps, c'est une période qui est délicate et donc sur laquelle il faut qu'on soit attentif, à la fois donc aider l'entreprise sans se mettre en risque, et c'est l'objet de notre intervention de ce matin. Et donc, en tant que manager de transition, on a des signaux. Par exemple, quand on est DRH, quand on arrive dans une entreprise, ce qui va nous alerter, c'est quand il y a beaucoup d'absences, quand il y a des départs, des hommes clés, quand on se rend compte que les notes de frais ne sont pas payées régulièrement ou avec du retard, quand le dirigeant est quelqu'un qui est un peu âgé, quand les gens qui arrivent ne restent pas longtemps. Donc ça, c'est vraiment la partie DRH, très précisément. Ensuite, il y a d'autres choses. Quand vous arrivez en tant que DAF, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment de compta analytique, que le contrôle de gestion, il n'est pas fiable, qu'il y a des problèmes au niveau des marges, qu'il y a des délais de paiement qui ne sont pas respectés, qu'on a des systèmes d'information défaillants dans l'industrie. Des fois, moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans une entreprise où il y avait 6 sites de production et où il y avait 36 ERP. Donc, il faut prendre la cartographie de ces ERP pour savoir où est-ce qu'ils vont, comment on peut les complémentarités avec les autres. Donc ça, c'est le travail du DAF, du DRH, du DG, enfin de tous les managers de transition. Quand un directeur général arrive en tant que manager de transition, il doit aussi s'intéresser à ça. Et puis l'outil de production qui est vieillissant, pourquoi on ne le remplace pas? Tout ça, c'est des signes qui sont pas, on va dire, cash, qui ne voient pas, on ne les voit pas sur les relevés de compte, on ne les voit pas, c'est intuitif. Et après, vous avez aussi des problèmes de l'activité, quand il y a une forte concurrence, quand on perd un client, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, quand vous perdez un client, ça pose d'énormes problèmes parce que vous avez en stock des produits qui ont été identifiés qui ont été agréés. Après, vous avez aussi un fournisseur qui était vieillissant et qui a fermé, et donc on n'arrive plus à retrouver la ressource. Et puis alors après, il y a vraiment les indices très comptables, financiers. Quand vous avez votre balance AG avec des clients et des fournisseurs qui ont plus de 90 jours de retard, il faut se demander pourquoi. Quand vous avez des fonds propres, c'est aujourd'hui justement la problématique, c'est que les fonds propres sont pas très bons pourquoi? Parce que pendant 2 ans, ce qui était important, c'est de faire rentrer du cash et le résultat était pas très important parce que il fallait survivre. Et puis après, dans les bilans, dans le contrôle de gestion, la baisse de la marge, vous avez des charges exceptionnelles, vous avez des charges financières très importante. Ça veut dire que vous avez peut-être des emprunts, que vous utilisez la totalité de votre trésorerie. Vous avez des provisions pour risque.
Ensuite, c'est toujours l'essentiel, je dirais, qui est la trésorerie. La trésorerie, vous avez le facteur qui vous refuse certains clients. Vous aviez une facilité de caisse, vous êtes au maximum. Vous demandez des délais pour la TVA, vous n'arrivez plus à payer vos assurances. Tout cela, ce sont des signes qui font que le manager de transition doit prendre des actions et réagir. On peut prendre un exemple avec Isabelle, on se connaît depuis des années. Moi, j'étais manager de transition dans une petite structure avec des personnes qui étaient en libéral. Je suis arrivée dans l'entreprise, au bout de 10 jours, je me suis rendu compte qu'ils étaient en cessation de paiement. Ils étaient en cessation de paiement, pourquoi? Parce qu'ils avaient gagné un appel d'offres qui avait doublé leur chiffre d'affaires et qu'ils n'avaient pas du tout préparé cette croissance absolument incroyable. Et donc, j'ai essayé de négocier, j'ai essayé d'arranger les choses, j'ai vu avec le commissaire aux comptes, j'ai refait du contrôle de gestion sur chaque chantier. Et à un moment, quand je n'y arrivais plus, il faut agir différemment. Et c'est là où j'ai fait appel à Isabelle, parce qu'Isabelle, en tant qu'administrateur, avocate, elle a le respect des tribunaux et elle connaît exactement quelle procédure on peut faire. Et la conclusion de cette société, c'est que moi, j'étais arrivée en février, j'ai dû faire appel à Isabelle en juin, et on a préparé très, très en amont la mise en procédure de l'entreprise. Et la société a été mise en liquidation au mois d'octobre, mais les activités, nous avons pu les séparer et chaque actionnaire est parti avec leur activité et ont pu reprendre une activité. Donc, la société n'a pas survécu, mais l'activité a continué. Alors, ce qui est important, je pense, c'est que tous les indices dont parle Françoise, tous ces indices ne sont pas existants au même moment. Ça peut être diffus, il peut y en avoir un, certains, tous, pourquoi pas. Et quand vous arrivez dans l'entreprise, évidemment, l'espoir de chacun d'entre nous autour de ce webinaire, c'est qu'on ne soit pas obligé d'aller aux procédures collectives et que votre rôle puisse permettre d'avoir, après la prise de conscience, après les analyses des bons points, des mauvais points, une restructuration organisationnelle, que vous êtes arrivé à sortir l'entreprise de l'ornière dans laquelle elle était. Ce qu'on craint, évidemment, c'est que la situation aujourd'hui de rattrapage dont on a parlé conduise ces entreprises à avoir besoin d'autre chose que de votre collaboration active et de votre intervention à leur côté, et donc il soit nécessaire d'envisager des procédures. D'abord, ce qu'il faut intégrer, c'est que, donc on a parlé de la notion de cessation des paiements, qui est pour tous un environnement un peu, évidemment, de stress, puisque cette procédure qui a amené la juridiction à s'interroger sur des mandats qui avaient été pris par des sociétés de management dans ces périodes délicates, c'est une période dans laquelle il faut réfléchir vite, où il faut prendre des décisions pour ne pas pérenniser une activité qui serait déficitaire et qui aggraverait la relation avec les tiers et qui créerait donc d'autres dettes par ailleurs et qui donc serait dommageable pour le tissu économique. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc une entreprise qui est à un moment donné en difficulté peut maintenir son activité, peut réfléchir à des solutions, pour autant qu'elle n'entraîne pas les tiers dans plus de difficultés. Donc si on met en place un raisonnement de cette nature, eh bien là, il y a des solutions qu'on peut réfléchir. Il y a d'abord toute cette relation qui existe et sur laquelle on ne travaille pas assez, qui sont ces relations le crédit fournisseur en France est important et cette relation avec les fournisseurs est un outil particulièrement important quand on veut faire une restructuration. Et ces relations-là sont, on parle de cessation des paiements et c'est 45 jours de cessation des paiements, mais il est tout à fait imaginable d'avoir avec les partenaires de l'entreprise des négociations pour que cet état de cessation des paiements ne soit pas caractérisé. Ça donne le temps de remettre en place des réorganisations
Et la plupart du temps, évidemment, elles sont financières. Donc, ce sont des renégociations, et en ce moment, c'est ce que nous allons voir, donc des renégociations des PGE, des renégociations avec la commission des chefs de service sur l'apurement des dettes qui ont été contractées à l'égard de l'URSSAF ou du Trésor public sur des délais. Et donc, tout ce qu'on évoque en solutions préventives sont en fait des réorganisations financières amiables et qui ont des délais d'apurement qui vont a priori jusqu'à 36 mois quand il y a un vrai dossier avec des enjeux sociaux, entre 24 et 36 mois. Ça, c'est ce que peut permettre d'accorder la commission des chefs de service, même avec une certaine progressivité. Et les PGE, de même, aujourd'hui, lorsque les banques sont saisies de demandes, a priori, elles acceptent, c'est quand même la politique qui a été mise en place, pour autant que ce soit fait sous le contrôle du tribunal. Et donc, de ce fait, implique les administrateurs judiciaires. Alors, on a évoqué un double statut, ce qui est ma situation d'avocat et d'administrateur judiciaire. Juste pour repositionner, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ou ait une parfaite connaissance, mais administrateur judiciaire, il y a 70 000 avocats en France, il y a exactement 140 ou 150 administrateurs judiciaires. Et sur les 140, 150 administrateurs judiciaires, il y a 4-5 qui ont un double statut. Donc voilà, c'est une petite profession. C'est une petite profession qui travaille évidemment sous l'autorité des juridictions et qui donc ont été là une profession qui a été retenue pour intervenir dans le cadre des renégociations de PGE. Non pas que les PGE ne puissent pas l'être directement, et ce serait votre rôle, mais vous verrez que la plupart du temps, et surtout s'il y a d'autres dettes, les banques exigeront qu'il y ait l'intervention d'un mandataire ou d'un administrateur judiciaire. La commission des chefs de service intervient, elle, directement, donc vous pouvez parfaitement, en tant que manager de transition, saisir la commission de propositions dans laquelle l'apurement peut s'opérer donc sur un délai de 36 mois. Lorsque vous avez vous faites face à une situation donc, de cette nature, donc après les signaux faibles que vous avez pu constater, le risque de cette notion de cessation des paiements sur lequel vous pouvez agir, puisque donc la cessation des paiements, c'est un concept comptable, mais qui a quand même une certaine élasticité, c'est donc ne pas pouvoir faire face aux dettes exigibles avec l'actif disponible. Néanmoins, comme je l'ai évoqué, l'exigibilité, cette relation avec les fournisseurs peut, dans certaines circonstances, être particulièrement élastique. Je donne un exemple. Récemment, donc, une petite entreprise, qui a donc 50 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, a déjà mis en place avec son responsable donc, intérimaire toutes les mesures organisationnelles, restructuration, 4 sociétés qui ont été fusionnées, mesures de restructuration sociale, donc nous sommes à 20 salariés, mais malgré tout, les opérations ont coûté, évidemment, et la société ne peut plus faire face à ses PGE, ne peut pas faire face non plus à sa dette fournisseur. On se trouve donc avec un passif de 1 million, grosso modo, de dettes vis-à-vis des fournisseurs, 1 million vis-à-vis de l'URSSAF, banque, Trésor public. Ça semble être une situation un peu désespérée. On sait aussi que c'est une entreprise qui, si elle faisait l'objet d'une procédure collective, perdrait absolument toute sa perspective et son activité, puisqu'elle répond à des marchés publics. On sait qu'une procédure collective sonne un peu le glas de l'activité commerciale. On sait qu'elle a un marché sur lequel son client, son donneur d'ordre, serait très sensible à l'ouverture d'une procédure et pourrait ne pas renouveler un marché qui est pourtant historique. Donc tout ça fait que le choix entre une procédure préventive ou collective est arrivé immédiatement au constat qu'il faut à tout prix éviter l'ouverture de la procédure collective. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, ce qui n'est pas habituel, nous avons saisi les 100 créanciers fournisseurs de la situation, en leur disant voilà, le choix est entre vos mains.
c'est une situation dans laquelle nous sommes en cessation des paiements, il n'y a pas de doute. Vos créances sont exigibles. On vous propose de suspendre l'exigibilité, ce qui est donc un exercice de style. Vous le suspendez pendant 6 mois et vous nous permettez donc d'organiser la restructuration financière de l'entreprise sans qu'on acte de son état de cessation des paiements. Ce qui a été répondu positivement par 90% des créanciers et les 10 autres pourcents ont été traités évidemment au fil de l'eau. Et cette situation a permis de suspendre l'état d'exigibilité, donc de suspendre l'état de cessation des paiements et d'engager les négociations avec les banques et avec l'administration fiscale et sociale. Et tout le monde est rentré dans cette logique qu'il était préférable en tout point d'avoir un accompagnement de l'entreprise plutôt que de l'avoir aller au tribunal et que tout soit perdu, aussi bien les salariés, ce qui est la problématique évidemment des autorités publiques, mais également pour les fournisseurs qui ont une relation et qui continuent de travailler avec cette entreprise. Ça a amené à mettre sur la scène le dirigeant qui, lui, aurait, dans cet état de stress où il était paniqué, d'avoir à ses côtés le manager de transition qui est venu présenter l'ensemble des projections comptables et des perspectives d'activité pour démontrer évidemment la faisabilité du plan qui était proposé à tous, en totale transparence. Les questions ont pu être posées, échangées, et si vous voulez, mon point de vue, c'est que finalement, la plupart du temps, le tribunal, je parle d'interventions là qui sont très en amont, le tribunal est une façon de se protéger derrière une institution, mais c'est se protéger et en même temps se vulnérabiliser puisqu'on coupe la relation avec l'entreprise et ses partenaires. Et si on veut que la situation évolue favorablement, il faut travailler sur une logique partenariale. Et donc, l'objet de ce webinaire, c'est d'inciter vraiment tous les managers de transition qui sont à côté du chef d'entreprise à sortir de son sphère et d'aller au-devant de ses partenaires, puisque si les partenaires n'ont pas confiance dans la politique, en fait, il n'y a pas d'entreprise. Et donc, c'est ce point-là qui est un point un peu de rupture. Les 45 jours, on l'évoque, mais c'est un état qui peut se négocier. Je parle d'élasticité de la situation, ce qui est donc un petit peu artificiel, mais ça tient aux relations humaines, à la qualité et à la capacité de convaincre. Et donc, je crois beaucoup à cet échange. L'intérêt, évidemment, des procédures donc de préventives, c'est leur état de confidentialité. On est encore dans quelque chose, même si nous avons échangé avec les 100 créanciers de l'entreprise, la confidentialité, c'est que sur le marché et la relation avec les clients, il n'y a pas eu de tâche. Et donc, c'est une confidentialité relative, puisque là, on a vraiment échangé avec tout l'environnement de l'entreprise, mais les clients n'ont pas été informés. Il n'y a pas, je dirais qu'au terme de confidentialité, je préfère l'absence de publicité qui aurait eu cet impact que la société n'aurait plus pu répondre à ces marchés auxquels elle répondait, qui font 50% de son chiffre d'affaires. Ça évite évidemment aussi l'information trop dommageable à l'égard du CSE. Et donc, voilà. Ce maintien de la relation de confiance, c'est aussi un maintien de la notation, puisque, alors, il y a des questions qui se posent sur est-ce que la renégociation de PGE, c'est un défaut? Pas nécessairement. Donc, si c'est pris de façon suffisamment anticipée, ce n'est pas nécessairement un défaut. Et donc, voilà, l'ensemble de ces éléments, si on peut les aborder assez tôt et si on peut en faire le constat assez tôt, permet d'orienter l'entreprise vers des procédures amiables ou préventives. Avant que tu expliques les différentes procédures, moi j'insisterai sur le fait de la communication. Il faut collaborer avec les salariés, avec les fournisseurs, avec la banque de façon un peu plus subtile, mais il ne faut pas avoir peur puisque de toute manière la situation elle est comme cela aujourd'hui. Et si avec le fournisseur on travaille ensemble, on lui paye tout. Moi je me souviens, j'appelais tous les 2 jours certains fournisseurs pour les rassurer, on faisait des petits versements et la confiance se faisait. Voilà.
Alors juste, avant de passer à la suite, Isabelle et Françoise, une question sur, finalement, pour un manager de transition, le manager de transition va identifier une situation. Quels sont ses moyens d'action si le dirigeant ne veut pas agir ou finalement refuse de voir la situation et la réalité en face? Eh bien, alors, moi, là, je peux parler parce que je me suis retrouvée en face de ça. Et il faut parler. Et il y a un moment où il faut lui montrer, il faut refaire des tableaux et organiser des rendez-vous et faire intervenir quelqu'un comme Isabelle pour que le dirigeant entende une autre voix que nous. Parce que manager de transition, c'est quoi? C'est des gens surqualifiés, qui ont une très forte expérience, donc qui voient tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas, et donc ils sont crédibles dans leur façon de leur analyse. Oui. Mais après, c'est ce qu'on évoquait au départ, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, par nature, ne veut pas voir cette situation-là. Donc, on ne peut tous que l'aider à aborder la situation et à lui dédramatiser les conséquences, ou en tous les cas, c'est vraiment un travail pédagogique. Ça peut prendre plusieurs semaines. Et donc, c'est pour ça, je parlais du dossier dans lequel on a 1 million de dettes fournisseurs, 1 million de dettes sociales et fiscales. C'est évident, le dirigeant aujourd'hui me dit, mais j'aurais dû faire ça il y a 1 an. Oui, évidemment, ça fait 1 an, il a pris un nouveau directeur financier, mais tant qu'on n'a pas échangé, mais il y a un moment donné où ça se cristallise et où, oui, il est prêt à entendre, mais c'est très compliqué. Je ne cache pas que pour moi, c'est évidemment le moment le plus délicat, et je pense qu'effectivement, des entretiens avec un administrateur judiciaire ou un avocat spécialisé pour dire, bon, ok, on va faire ensemble, nous avons fait l'audit en interne des difficultés, on a identifié les signaux faibles, on sait qu'on est sur une situation de risque, on est quasiment en état de cessation des paiements, où on va l'être, on le constate. Maintenant, il faut aborder la situation, qu'est-ce qu'il y a et comment est-ce qu'on peut... Mais c'est vraiment un travail de conviction lent et délicat. Et puis moi, sur les... Pardon. Est-ce qu'une possibilité est de remonter directement aux actionnaires en tant que manager de transition si le PDG veut pas lui faire remonter l'information dans ce rôle de manager de transition? On est un peu, je dirais, au milieu du gué. Oui, ça dépend un peu comment vous avez été désigné. Mais s'il y a des actionnaires, des fonds notamment, qui sont intervenus dans le processus de votre désignation, ça me semble effectivement indispensable, puisque ça met tout le monde en risque, en fait. Puisque lorsque dans une entreprise, c'est le conseil d'administration qui peut être amené à être responsable. Après, un manager de transition n'est pas à l'abri de sa propre responsabilité, que sa propre responsabilité soit engagée. Donc la notion de ces 45 jours sans agir, sans mettre en place quelque chose, c'est susceptible effectivement d'engager une responsabilité collective qui va au-delà de celle du chef d'entreprise. Ouais. Tous les mois, normalement, on doit faire des reportings, des prévisionnels de cash. Quand ça va mal, le cash, il est fait tous les jours ou toutes les semaines. Donc là, c'est un signe vraiment pour le chef d'entreprise et pour l'actionnaire. On a évoqué cette question-là récemment à l'occasion d'un dossier avec Françoise, et on s'était dit que peut-être, justement, le manager de transition qui est là dans le cadre des relations avec Maestrium, c'était un peu une relation dans laquelle il y a un contrat où vous intervenez. Est-ce qu'il n'y a pas une cellule à créer au sein de Maestrium pour aider parce que cette prise de décision, quand elle est bilatérale, enfin entre le chef d'entreprise et le manager, il faut un tiers, et peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à créer de cet ordre-là pour aider. Et moi, en tous les cas, je donne assez facilement de mon temps pour aider à cette réflexion, parce qu'elle est essentielle, et que si le dirigeant n'y participe pas, on ne sauvera pas la boîte contre lui. Donc, ou alors il est révoqué et les fonds passent sur quelque chose de plus violent, ce qui se met aussi en place, ça existe.
on a fait une slide en disant la particularité et la difficulté, c'est toujours cet état de cessation des paiements et la twilight zone où on a ces périodes, on va dire, de 3 mois pendant lesquelles on est en train de réfléchir, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a pas encore des accords avec les créanciers, mais il faut faire quelque chose, on le sait. Et si on ne fait rien et qu'on aggrave la situation des tiers, notamment, alors aggraver la situation des tiers, il y a une jurisprudence récente qui explique que le fait d'avoir failli au financement des cotisations sociales ou de l'URSSAF, ou des charges sociales, ou de tout ce qui est TVA, etc., n'est réellement une faute que si c'est répété sur plusieurs mois. Et donc, le fait de ne pas payer une trimestrialité en tant que telle n'est pas source de responsabilité. Ça serait le caractère renouvelé et le défaut de déclaration, etc. Donc, il faut déclarer même si on ne paye pas. Et derrière, il faut évidemment éviter que ça se déplace la durée du trimestre avant de prendre des décisions. Mais, pardon, excusez-moi. Vous alliez dire je dirais, face à un dirigeant qui ne veut pas agir, le risque, in fine, pour le manager de transition est plus de voir sa mission terminée par le dirigeant qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas entendre que d'arriver à convaincre. Oui, mais voilà, donc il y a fin de mandat, mais de temps en temps, c'est peut-être mieux que d'engager sa propre responsabilité. Et puis, il y a ce travail, et je pense que c'est vraiment par l'échange qu'on arrive à montrer qu'il y a des options. Et donc, c'est peut-être par l'explication. Là, on arrive sur les procédures. Alors, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais c'était peut-être pas mal de les rappeler. Donc, les procédures, ce qu'on appelle amiables, en fait, elles ne sont amiables que parce qu'elles sont préventives et qu'il n'y a pas d'ingérence de l'administrateur dans la gestion de l'entreprise. Donc, c'est les mandats ad hoc et les conciliations qui sont les outils dont nous avons parlé et qui sont aujourd'hui retenus par les banques pour donc négocier les PGE quand il y a d'autres dettes. Et puis, donc, les procédures qui sont des procédures collectives, c'est-à-dire tout ce qui est sauvegarde, redressement judiciaire, donc avec restructuration possible, et puis la liquidation judiciaire dont on ne parle pas parce que malheureusement, c'est que l'anticipation n'était pas présente ou que c'est aussi le cas, que la société n'a plus de modèle économique et que donc elle n'a plus de sa place sur le marché. Donc il y a aussi un nettoyage assez naturel dans la création d'entreprises et la disparition qui amène à un équilibre. On peut évidemment s'inquiéter plus de ce que vont être les entreprises qui, dans la filière automobile, se travaillent encore comme sous-traitants sur l'activité thermique et qui ne seront peut-être pas capables d'assurer leur transition vers l'électrique et qui vont peut-être disparaître sans qu'on ait de choix dans la restructuration. Donc, la liquidation, c'est un processus naturel quand le marché n'existe plus. L'ambition, évidemment, c'est toujours de préparer ces procédures pour qu'elles soient le moins douloureuses possible et pour qu'elles soient le moins dramatiques pour le chef d'entreprise et les salariés. Donc, il y a toujours un travail à faire, même si on va sur une décision de liquidation, considérant que c'est plus le domaine sur lequel on peut sauver quelque chose. Donc, on va peut-être là se concentrer sur les procédures qui sont dites préventives et qui sont donc ces négociations qu'on peut mener. Alors, pourquoi utiliser un administrateur judiciaire pour faire ces mandats-là? C'est parce que vous allez constater à un moment donné que vous aurez engagé, comme le dit Françoise, ces relations avec les fournisseurs, vous aurez négocié. En fait, les négociations que vous allez mener, vous allez obtenir des négociations qui ne seront pas globales. Vous obtiendrez des négociations avec tel fournisseur qui accepte de vous donner 6 mois. Vous aurez le sentiment que vous pouvez, comme ça, un peu en patchwork, faire quelque chose. Si à un moment donné, vous voulez faire quelque chose qui est plus global et qui amène une certaine discipline collective, vous êtes obligé de passer par le mandat de justice qui donne à tous les interlocuteurs
le sentiment que ça y est, quoi. Soit on accepte, soit on bascule sur une phase de procédure et où là, les intérêts de tous sont écornés, voire gravement endommagés. Donc, c'est ce côté à la fois contraignant tout en restant de la négociation qui fait que ces procédures sont des succès. Et comme elles interviennent normalement avant l'état de cessation des paiements, ou comme je l'ai indiqué, par une négociation, on fait durer cette absence d'état de cessation des paiements, elles ont des taux de succès qui sont aujourd'hui considérés comme étant 60% de succès, par opposition donc aux procédures classiques que sont les procédures de redressement judiciaire ou de sauvegarde. Alors, un petit mot, parce qu'on ne l'a pas développé, mais je crois qu'il y a une annexe qui sera à la fin du document et qui évoque Non. Je crois que ce sera une annexe du document et qui reprend la phase donc de... Je ne sais plus où j'en suis. Oui, qui évoque donc les détails des différentes procédures, puisqu'il y a récemment, enfin depuis octobre 2021, une procédure de sauvegarde accélérée que je trouve pour ma part extrêmement intéressante, puisqu'elle allie, alors elle est directement inspirée du droit anglo-saxon, et qu'elle allie les principes du droit français d'une procédure collective en la faisant semi-collective, c'est-à-dire qu'elle n'engage pas tous les créanciers. Et c'est souvent la difficulté, et elle n'engage pas non plus la même intervention de l'administrateur dans la gestion, et sa durée est courte. Donc l'impact, puisque la durée est courte, est évidemment moindre sur le marché. Dans la mesure où tous les créanciers ne sont pas impactés, et notamment on peut choisir de sortir les fournisseurs courants dont on a besoin et de ne traiter que de grands fournisseurs, les banques et l'administration fiscale et sociale, donc de faire un package dans lequel on demande des efforts à certains, et ça peut être notamment de faire des abandons de créances très significatifs avec des retours à meilleure fortune, parce que ça c'est admis, et quand ces créanciers admettent ce modèle économique et admettent les propositions, le plan s'impose. Et derrière, les autres créanciers n'étant pas impactés, ça ne touche pas au crédit de l'entreprise et ça ne touche pas notamment à toutes ces relations qui font que son activité est fluide. Et ça, je trouve que c'est évidemment très intéressant. J'ai mené avec des confrères et un manager de transition parce que la difficulté du chef d'entreprise, quand il aborde ces procédures, c'est d'être disponible pour continuer son activité commerciale ou continuer à conserver la confiance de son environnement. Et donc, de ce fait, la présence à ses côtés dans le cadre de procédures engageantes, comme une sauvegarde accélérée ou une sauvegarde, justifie vraiment la présence d'un DAF qui va pouvoir aider à la présentation de l'information dont ont besoin les partenaires pour avoir confiance. Et alors, à ce sujet-là, justement, est-ce qu'un manager de transition qui va devoir intervenir sur des procédures auprès du tribunal, est-ce qu'il doit avoir un mandat social ou est-ce qu'il peut, c'est pas obligatoire? Non, ce n'est pas du tout obligatoire. Le dirigeant peut garder évidemment son mandat, il n'y a aucun problème, sauf s'il a été révoqué parce qu'il n'a pas pris en compte les directives qui lui étaient données par ses actionnaire. Mais s'il reste en place, le manager de transition a tout à fait son rôle d'être un interlocuteur qui répond aux organes de procédure que sont donc l'administrateur et le mandataire, le juge commissaire. Vous verrez dans le quiz, on vous pose un certain nombre de questions sur la compréhension et la connaissance que vous avez de tous les acteurs qui interviennent, parce que les rôles sont particuliers. Donc, cette collaboration avec les organes de procédure est absolument indispensable. La petite société dont je parle, où on a quand même ce passif assez important à régler pour préserver cette activité, aujourd'hui, le dirigeant, on le voit peu. Il vient par contre dans les réunions bancaires, parce que les banques exigent de savoir quelle est la participation et son engagement total à redressement de son entreprise, mais toutes les réunions techniques sont faites par le directeur financier.
qui est un manager de transition. Et le directeur financier, manager de transition, accompagne le dirigeant au tribunal. Donc, il répond aux questions du juge commissaire ou du procureur. Oui. Donc, la complémentarité, et enfin, voilà, en tous les cas, tous les dossiers que j'ai vus supposent que le dirigeant se concentre sur l'activité commerciale et qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir cette compréhension de cet environnement et répondre à des questions qui, globalement, sont celles que vous connaissez, quoi. C'est les mêmes problématiques que vous avez au quotidien, mais qui sont plus exacerbées parce que personne ne veut prendre le risque de maintenir une activité trop longtemps sans avoir pris les décisions qui s'imposaient. Et je précise que quand on aborde ces dossiers, de temps en temps, on sait ce qu'évoquait François, c'est qu'on ne sauvera pas la société puisque on intervient trop tard, votre intervention est tardive, vous le constatez, mais il y a toujours une activité intéressante, il y a des savoir-faire, il y a quelque chose, et là, il y a tout un travail qui consiste à mettre en place le pré-pack, donc la vente préparée de l'unité de production. Et ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important. On a traité une restructuration sur un groupe international qui était de nationalité belge, mais avec des intérêts en France. Ce qui était important, on s'est rendu compte très tôt, c'est que les risques qui étaient portés par la mer sur des marchés à l'international étaient tels que personne ne pouvait envisager de les reprendre ou de les assumer, et que donc la disparition du groupe était inéluctable. Par contre, il y avait donc cette unité française qui travaillait pour les plus grands comptes et qui avait des enjeux d'intérêt national, puisque c'était un fournisseur pour EDF sur le maintien des centrales nucléaires. Donc, vous voyez, quand ça s'est passé, donc il y a 8 mois, comment ça pouvait être un sujet brûlant. Et donc, l'opération a consisté pour tous à travailler extrêmement vite sur la recherche d'un repreneur, 2 repreneurs possibles pour préserver l'unité. Et l'unité a été transférée sans un licenciement. Évidemment, on a perdu le dirigeant de l'entreprise, mais l'ensemble de l'outil a été transféré. Donc, ce sont des collaborations qui s'opèrent évidemment. Comment est-ce qu'on présente une entreprise? C'est parce que de l'intérieur, on a des informations qui sont donc produites par la société qui permettent de présenter et de chercher des repreneurs. Donc, la complémentarité entre l'équipe managériale de l'entreprise qui rencontre des difficultés avant d'arriver à la procédure collective. Donc moi, le choix que j'ai fait, c'est de changer. J'ai considéré que la casquette de mandataire de justice était un peu trop réductrice, puisque ça suppose que les gens arrivent devant la juridiction pour pouvoir intervenir, et que finalement, la question que vous posiez en disant quel est le degré d'anxiété d'un chef d'entreprise et comment on arrive à le convaincre d'eux, je me suis dit qu'en tous les cas, ce n'était pas en étant purement administrateur judiciaire que j'arriverais à les convaincre que c'était d'abord qu'il fallait voir le tribunal et que c'était une solution. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de devenir, de créer une SPE, c'est une société pluriprofessionnelle dans laquelle il y a administrateur judiciaire, parce que c'est ce que je suis, des avocats et des experts comptables, mais qui sont experts judiciaires, parce que toutes ces procédures, vous le verrez au fur et à mesure que s'il y a d'autres formations, on pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais elles ont une dimension maintenant qui est vraiment économique et juridique avant d'être judiciaire. Et notamment le fait qu'on a beaucoup reproché aux procédures collectives de finalement faire un peu, prendre des décisions qui étaient un peu incompréhensibles et qui en tous les cas laissaient des doutes sur la façon dont les décisions étaient réfléchies et prises. Et donc aujourd'hui, avec cette nouvelle directive, avec ces concepts qui sont beaucoup plus anglo-saxons, il y a une nécessité d'être très objectif et d'avoir des vraies valeurs d'entreprise
sur la base desquels on peut envisager d'accompagner la société. Donc, les procédures contraignent maintenant les organes de procédure et les tribunaux à prendre des décisions par rapport à des données comptables, des données financières, des IBR, des valorisations d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle j'ai regroupé au sein de la structure que j'avais ces professionnels pour m'aider sur tout ce qui est le travail en amont pour être au plus près de la société et de sa direction et de ses managers pour arriver à construire les outils dont ils auront besoin pour avoir une procédure derrière qui soit la plus efficace et optimiste et positive. Et les résultats, c'est que ça, effectivement, ça démontre un vrai effet, puisque à la fois les entreprises et leurs partenaires sont restés en relation. Et aujourd'hui, le premier plan qu'on a fait de sauvegarde accélérée, la société avait 120 millions de chiffre d'affaires. Elle en est au bout d'un an à 350 millions. Donc, pour démontrer que la sauvegarde accélérée, qui est cette relation entre les partenaires et l'entreprise avec une vraie négociation, même avec des amendes de créances, ont permis une progression extrêmement forte. Alors, juste pour finir et pour ne pas être trop stressante, c'est de nouveau rappeler que cette zone entre la période suspecte, donc sans négociation, sans intervention, qui peut amener à des juridictions à s'interroger sur le rôle des uns et des autres managers dans la période suspecte, a eu pour effet récemment d'amener une juridiction. Alors, on a un confrère mandataire judiciaire qui est particulièrement spécialisé dans l'action en responsabilité à l'égard de tout chef d'entreprise, à l'égard de tout fonds, deep pocket. Donc, il va tous azimuts. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a considéré que le mandat de gestion qui avait été confié donc à une société de vos concurrents, mais dont Philippe et Marc m'avaient expliqué qu'ils intervenaient particulièrement sur ces zones délicates, finalement, il a demandé l'annulation de la convention et le remboursement de tous les honoraires perçus sur les périodes en question. Donc, ça amène à se poser la question de c'est quoi le rôle des uns et des autres. Et je me permets de terminer la présentation en disant que la loi française a prévu une profession qui sont donc les administrateurs judiciaires et qui peuvent être chargés par décision de justice d'administrer les actifs ou les entreprises. Et donc, il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur des dossiers un peu touchy, trop compliqués, où vous vous inquiétez d'eux, de mettre en place une administration provisoire qui prend la responsabilité juridique de la représentation juridique, tout en restant des acteurs opérationnels, ce que n'est pas évidemment un administrateur judiciaire. Voilà pour ma présentation. Parfait. Écoutez, il est 9h30 précise. Un grand merci Isabelle et Françoise d'avoir respecté ces délais et pour votre intervention. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ce webinaire et puis merci à toutes et à tous de votre participation active. Voilà, avant de nous quitter, je vous invite, comme c'est désormais la tradition, à prendre quelques instants pour compléter les sondages qui viennent d'être publiés sur la droite de votre écran. Vous pouvez d'ores et déjà noter par ailleurs dans votre agenda le prochain webinaire des conseils de talent qui aura lieu, comme vous le voyez, jeudi 20 avril 2023. Et le sujet aura pour thème la cybersécurité, qui sera animé par Pascal Antonini, associé de TNP Consultant. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et vous avez les coordonnées par ailleurs d'Isabelle Didier sur la gauche de votre écran si vous souhaitez la contacter. Ce support de présentation vous sera communiqué par ailleurs demain par email. Et puis les coordonnées de Françoise, vous les connaissez, vous les retrouverez sur notre site. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée.